Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Lumière intérieure. Cette semaine, j'ai la joie d'accueillir un homme de télévision. Il était la voix de l'info et du sport sur France Télévisions pendant plus de 40 ans. C'est un sportif accompli, cycliste, passionné du Tour de France et surtout un battant, un combattant. Après avoir lutté pendant plus de 2 ans contre une maladie orpheline, il est de nouveau debout. Il marche, il fait même du vélo et il est parmi nous pour notre plus grande joie. Bonjour Henri Sagnier. Bonjour et merci. Je suis ravie de vous accueillir. C'est un plaisir partagé. Sur KTO, dans Lumière intérieure. Déjà, première question, comment allez-vous ? Ça va. Vous avez l'air d'aller très bien. Ça va de mieux en mieux. Quand je suis devant des caméras, j'essaie de paraître quand même. Mais non, mais c'est vrai que je suis resté pendant 2 ans en fauteuil roulant. Je ne pouvais pas marcher, j'étais infirme, j'avais les mains comme ça. Et puis petit à petit, je me suis remis. Maintenant, je refais du vélo, je reconduis ma voiture. Parce qu'on m'avait enlevé le permis de conduire. On n'a pas le droit de conduire quand on a une maladie neurologique. Et puis, je remarche, je me balade, je revis. Vous revivez. C'est une bonne chose pour moi. Ouais. Depuis combien de mois maintenant ? Oh, ça fait près d'1 an. Près d'un an. Près d'1 an. Mais pendant 2 ans, j'étais presque un légume, quoi. Alors, c'est ce que vous C'était racontez avec énormément d'émotion, mais en même temps d'optimisme, de courage, d'espoir dans ce livre qui est à paraître en février, qui s'appelle « Le jour où j'ai appris à marcher », à paraître donc aux éditions du Rocher, où vous racontez ce calvaire et cette renaissance d'une certaine façon. Tout a commencé par un choc, cet accident de vélo. Ouais. Je faisais du vélo avec ma femme. Votre passion. Ce qu'on fait rarement, parce que mais j'étais derrière elle. Elle a un moteur dans le vélo. Hein. Moi, j'ai pas de moteur. Et puis, à un moment, j'en avais marre, parce qu'on était sur le bord de la rivière, sur le bord de la Somme. Et puis, moi, j'ai dit, bon, allez, je vais essayer de grimper un peu, faire de la montagne. Donc, j'ai grimpé le long pour redescendre de l'autre côté. J'ai oublié que j'avais plus la priorité. Et bing, je me suis emplafonné dans une voiture. Dans une voiture, énorme choc. Et là, vous êtes contusionné. Trou noir, je ne savais pas où j'en étais. Je me suis réveillé quelques minutes plus tard. Et j'étais bleu, rouge, contusionné de partout avec un œuf de pigeon sur la tête parce que je n'avais pas mis mon casque. Évidemment, j'arrête pas de dire qu'il faut mettre un casque, je ne l'avais pas mis. Et puis, je me suis retrouvé à l'hôpital. Bon, rien de spécial, même pas quelque chose de cassé. Et je suis rentré à la maison le lendemain, tranquille, en taxi. Et petit à petit, là, vous partez au ski. Je suis parti au ski et puis... pendant le séjour au ski, j'ai commencé à avoir mal à l'épaule, j'ai commencé à avoir des douleurs partout, je dormais pas. Vous rétablir, vous alliez de plus en plus mal. Et là, je me suis dit, je dois avoir autre chose. Donc, en rentrant, je suis allé voir un neurologue qui m'a dit, oh là là, direction l'hôpital tout de suite. Ah bon, alors je suis parti à l'hôpital d'Amiens, au CHU. CHU d'Amiens. Ouais. Avec cette erreur de diagnostic. Erreur, je ne sais pas si c'est une erreur. Ils m'ont dit que... C'est incroyable parce qu'effectivement, je le disais, vous êtes extrêmement optimiste, et également résilient et même tolérant, puisque ces médecins manifestement du CHU d'Amiens ils m'ont se sont quand même soigné pour une trompés maladie qui n'était peut-être pas la mienne, mais bon, pendant vous savez... des mois, et qui vous a fait décliner encore plus. Et alors je déclinais. On m'a envoyé à Berck pour faire de la rééducation. Sympa, très sympa, mais je déclinais. Ça veut dire que vous perdiez petit à petit l'usage de vos membres. Ah ça y est, mes membres, je ne marchais plus, je marchais au départ, après je ne marchais plus. On vous voit les mains étaient complètement atrophiées, on me mettait dans une piscine, je ne savais pas nager, je ne pouvais pas marcher. Il n'y a que le cerveau qui continuait de marcher, ce qui était pas mal. La seule chose qui me redonnait le moral, c'est que j'étais dans un hôpital où il n'y a que des grands blessés, des gens qui souffraient plus que moi. Et moi, je leur redonnais presque de l'espoir. Vous vous rendez compte où on en était. Et ils m'aimaient tous bien. Beaucoup m'avaient reconnu. Ils étaient contents de venir avec moi. Et puis j'en suis sorti. Et après, à Amiens, ils font preuve d'humilité à Amiens. Moi, je trouve ça très, très, très bien. Ils m'ont dit, allez, il faut aller voir à Paris. Je suis allé à la Pitié-Salpêtrière, où on m'a prescrit un nouveau traitement. On m'a fait des plasmaphéreses. On ne me demandait pas ce que c'est, mais on m'enlève le sang, on m'enlève le plasma. Et on me remet du plasma tout neuf. Et à chaque fois, ils me changent mon plasma. Ouais. Et là, c'était combien de temps après le premier diagnostic? C'était près d'1 an quand même. Près d'1 an après. Près d'1 an. Ouais. Ce que vous racontez d'ailleurs, cette descente aux enfers, puis cette remontée. Et alors petit à petit, je n'ai pas été guéri tout de suite. Hein. Alors au début, j'y allais toujours, mais allongé. J'étais même pas en fauteuil roulant. Hein. Et mais puis, tout de suite, vous avez senti qu'il y avait du mieux. Oui, dès la première séance, vous avez... non, mais c'est dans la tête.
Parce Oui, que moi, mais- j'étais prêt à tout faire pour guérir. Hein. Donc, Vous êtes même allé voir un rebouteux. ah oui, je serais prêt à tout, Oui. à mettre mes mains dans de l'eau qui vient de Lourdes, Ouais. parce que des copains venaient à la maison, ils m'amenaient de l'eau. Bon, voilà, tout, je suis prêt à tout, moi. C'est dans la tête que ça se joue, ce genre de maladie. Hein. Et puis, au bout d'une dizaine de séances, hein, j'ai senti que ça allait un peu mieux. Et puis, un jour, à la maison, je me suis levé. Et j'ai marché. C'était du style lève-toi et marche. Et j'étais content, quoi. Parce que j'avais peur de tomber. On a toujours peur. Même là, j'ai On toujours peur. cherchait un médicament. Ouais. Et puis voilà, alors mes petits-enfants m'ont vu, ils m'ont applaudi. Alors là, Ah oui. c'était le jour de ma vie. Hein. Ils sont pour beaucoup dans ma guérison. Hein. Et après, ils venaient me voir à la maison. Ils m'amenaient le matin, ils m'amènent les médicaments. En vacances, ils m'amènent les médicaments avec un jus d'orange. Et après, quand je marchais mieux, ma petite fille Alice, elle me dit, bon, papy, maintenant, tu peux venir m'accompagner à l'école. Oh, je dis, ça va être dur. Elle dit, non, c'est moi qui vais te tenir la main et tu viendras à l'école. Voilà. Alors des choses comme ça, là, vous oubliez tout, vous oubliez la souffrance et c'est la vraie vie. Vous dégagez quand même une joie incroyable qui se transmet. Oui. Est-ce que vous avez trouvé du sens dans cette épreuve quand même? Quel sens donnez-vous à cette épreuve? Vous qui, je le disais, étiez quand même un grand sportif, cycliste, vous avez fait des Paris-Bordeaux, des Paris-Albertville, enfin des choses J'ai fait Berlin-Paris, j'ai fait des trucs complètement fous. Voilà, un grand sportif. Et se retrouver comme ça, autant diminué, ou qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que vous vous êtes dit? C'était écrit? Est-ce que c'est Dieu qui me teste? Non, mais moi, d'abord, je suis profondément croyant. Donc je pense que quand on pense fort à quelque chose, quand il y a une communauté autour de soi qui pense la même chose, parce qu'il y a des tas de gens qui m'appelaient, qui me disaient « mais je prie pour toi », le curé de la paroisse, il disait la messe pour moi le dimanche. C'est extraordinaire. Je ne savais pas, mais je l'ai appris après. Alors ça, ça vous sentez transcende. Que le Seigneur vous a aidé? Ah oui, moi je pense. Ça m'a transcendé. Et puis, de toute façon, moi j'ai une faculté de tout relativiser. Hein, et quand ça n'allait pas, mais je me dis, Henri, tu bouges pas, tu peux rien faire. Mais souviens-toi, quand tu étais sur Bordeaux-Paris, sur 700 bornes, où tu avais froid, il neigeait, il y avait de la grêle et tout, tu continuais, tu avais pas mal. Non, j'avais pas mal. Bon, et pour tout comme ça, toutes les épreuves que j'ai vécues dans la vie, j'essayais de dédramatiser et de me dire, tu as vaincu ça, tu dois pouvoir faire ça. Tu étais un petit gamin qui vivait à Haucourt-sur-Somme, dans un village de 300 habitants. Maintenant, tu es à Paris, tu es face au président de la République. Il faut te transcender, mon vieux, il faut faire quelque chose. Et je repensais aux bons moments et aux mauvais moments aussi que j'ai eus comme ça. Mais j'ai la faculté de me détacher d'un certain nombre de choses. Et ça, je l'ai toujours fait. J'ai toujours fait. Et grâce à ça, j'ai la volonté de m'évader. Quand ça ne va pas, je vais m'asseoir, je me mets dans le jardin, j'écoute les petits oiseaux. Je suis président d'un festival de l'oiseau, alors c'est marrant. Je regarde le ciel, je regarde passer les avions, ça y est, je suis parti, je pars en Guadeloupe. Et voilà, tout est comme ça. J'ai cette possibilité, moi, de positiver. C'est ce qu'on entend et c'est ce qu'on lit dans votre livre. C'est formidable, c'est pas donné à tout le monde. Non. Ça vient d'où, ça d'ailleurs? Je sais pas. Cette faculté-là, parce que j'ai toujours été comme ça. L'optimisme est de volonté. Quand j'étais gamin, j'étais toujours persuadé que j'allais gagner le Tour de France, ou que j'allais travailler à la radio ou à la télé. À cette époque-là, je voulais être journaliste sur Europe 1 pour suivre le Tour de France. Bon, après, je me suis dit, tiens, je pourrais peut-être travailler à la télé. Mais ça faisait rire tout le monde. Quand j'ai dit ça à mon instituteur, j'avais 6 ans et demi. J'étais pas très bon à l'école, j'étais très timide. Tout le monde a rigolé. Et après, cet instituteur, 20 ans plus tard ou 25 ans plus tard, je l'ai retrouvé à la mairie où je suis élu. C'était lui, mon secrétaire de mairie. Il m'a applaudi, il m'a dit c'est extraordinaire. Non, c'est bien. Comme quoi, il faut toujours être réveillé, il faut toujours rêver. Et moi, j'ai rêvé tout haut, tout le temps. Et le rêve a été un vrai moteur dans votre vie. Pour revenir sur cette épreuve, est-ce que jusqu'à présent, ça a été la plus grave de votre vie? Oui. J'imagine. Quel est le sens? Est-ce que l'épreuve en tant que telle, vous lui avez donné un sens ou il n'y en avait pas? Non, c'est parce que dès le départ... Qu'est-ce qui s'est passé? Au tout début, vous êtes dit... Vous n'avez pas dit pourquoi moi? Pourquoi moi? J'ai dit pourquoi moi parce que j'ai fait une bêtise. Je savais que j'avais fait une bêtise sur mon vélo quand je suis tombé. Oui, mais c'est même pas lié en fait. Ouais, non, mais après on m'a dit mais non, c'est pas ça du tout. C'est un virus. Alors, j'ai dit pourquoi moi? C'était, semble-t-il, après avoir fait un vaccin contre la grippe. Je dis pourquoi moi? Encore une fois, je m'étais jamais fait vacciner contre la grippe. Bon. Et puis c'est comme ça. Et après il faut se dire pourquoi moi? Mais pourquoi pas moi en tant que patient guéri? Alors moi, j'ai toujours pensé que les spécialistes qui étaient avec moi, quels qu'ils soient, me guériraient de cette maladie. Et puis moi, dans ma tête, j'étais persuadé que j'allais guérir.
Et c'est le cas. Même si j'étais mal, parce que je me regardais dans un miroir, je vieillissais, j'étais verdâtre, j'arrivais plus à marcher. J'étais dans un hôpital à Amiens, je regardais par la fenêtre, il y avait... C'était dramatique. Bon. J'avais rien qui me disait, allez Henri, bats-toi, la vie est belle. Même votre épouse ne pouvait pas venir vous voir à certains moments, non, lorsque vous étiez hospitalisé. Ni ma femme, ni ma famille, personne. Alors, votre Covid. épouse... Et en plus, ils avaient tous le Covid, là où j'étais. Ah, oui, parce que on était en pleine période de Covid, effectivement. C'était 2020-2021, 21 quand ça s'est passé. Votre épouse, dont on parle, dont vous parlez, vous lui rendez un bel hommage dans ce livre, Sylviane, qui vous a accompagné tout du long. Qui a été un soutien inébranlable. Elle est aidante. Et d'ailleurs, vous lui permettez d'écrire quelques lignes. Oui, bien sûr. Dans ce livre que je vous conseille de lire, qui sont vraiment des belles lignes où elle raconte tout son amour pour vous, mais aussi sa souffrance des dents, parce qu'elle a failli craquer quand même. Elle a eu aussi un épisode dépressif. Elle encore les séquelles, parce que c'est vrai que elle aimait faire du sport et tout, elle n'en a pas fait. Là, maintenant, on se remet. J'ai dit, allez, on va faire du sport. Tu vas me suivre, tu vas marcher. Elle a mal au genou, elle a attrapé, il y a eu d'autres points de fixation pour elle, et c'est elle maintenant qui est, non pas mal en point, mais qui ne peut pas me suivre quand je marche. Vous vous rendez compte, c'est un peu le monde à l'envers, quoi. C'est le monde à l'envers. Alors qu'elle m'a aidé pendant 2 à 3 ans. Vous êtes fusionnels, en fait. C'est elle qui a tout fait. En miroir, tous les deux. Oui, mais là, il n'y a pas de retour des choses. Bon, ça va s'arranger, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Mais quelle belle relation. Ouais, puis c'était très traumatisant pour elle. Et moi, je ne voulais pas, j'étais un peu dur, mais je ne voulais pas que quelqu'un d'autre entre dans notre vie. Non. Elle dit de vous que vous êtes un optimiste pathologique. Ah oui, je crois. Et je crois que c'est le cas. Oui, j'ai toujours été. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours été optimiste. Pathologique et contagieux, en tout cas. J'espère être contagieux. On l'espère. Ouais. Vous savez, je suis maire d'un petit village depuis près de 50 ans et j'ai porté plein d'idées un peu folles. Eh ben, j'ai eu des élus qui, avec moi, ont toujours accédé à ce genre de choses. Et je les remercie du fond du cœur, parce que j'étais un peu fou pour certaines choses. Et puis, on a réussi de faire de notre petit village, qui était un village tout classique, eh bien, on en a fait un petit village maintenant où on fait du tourisme. On a retapé un château féodal. On est en train de le faire. On accueille des bateaux sur la Somme. On a petit village, 2 c'est restaurants. Au Cours-sur-Somme. Au Cours-sur-Somme, oui. On a planté des vignes, on va faire du vin. Dont vous êtes maire quand même depuis des décennies. Depuis 1977, j'ose 1977. Et vous n'avez jamais abandonné votre mandat, en plus, même au cours de votre maladie. Incroyable, Henri Sagnier. Je rentrais le week-end. Même en fauteuil roulant, même... Ah oui. Je rentrais tout le temps. Et avant moi, qu'est-ce qui vous a fait tenir, Henri Sagnier ? Mon père a été maire pendant 24 ans avant moi, quand même. Alors ça a aidé. Mais il ne voulait pas que je sois maire. Mais vous-même, qu'est-ce qui vous a fait tenir pendant tous ces mois, ces années ? C'est le plaisir de cultiver son jardin. Moi, si vous voulez, je cultive mon village comme si j'avais un jardin que je cultivais scrupuleusement. On fait des trucs. Et je me dis, mais plus tard, quand je reviendrai là, si je suis encore là, mais je serai heureux, je serai fier d'avoir fait tel bâtiment, d'avoir... construit une aire de camping-car. Et des fois, c'est simple, c'est des choses très simples. Je serais fier d'avoir fait les écoles, d'avoir fait réapprendre aux enfants le picard. Parce qu'on est en Picardie. Et, alors justement, vous êtes picard. Ouais. Henri Sagnier m'a dit qu'il parlait un peu le picard. Oui, un chomolet. Un chomolet. Ça veut dire un petit peu. Un petit peu. Un autre petit mot au picard. Je suis grammain fier d'être ici ce soir. Hein. Ah ouais. C'est-à-dire, je suis très fier d'être venu vous voir ici. Nous aussi, nous sommes très heureux de vous accueillir et de vous voir en aussi bonne forme. Alors, ce livre, le jour où j'ai commencé à marcher, vous revenez aussi sur des anecdotes quand même, puisque plus de 40 ans de télévision, avec beaucoup d'événements, la chute du mur de Berlin, la révolution roumaine, beaucoup de rencontres incroyables, Arnold Schwarzenegger, Alain Delon, Johnny Hallyday. Ah oui, vous citez ceux qui me tiennent à cœur, effectivement. Et le couple Chirac aussi, que vous avez visité au château de Bitty en Corrèze. Ouais. Parmi toutes ces rencontres, tous ces épisodes, lequel vous a le plus marqué ? Celui qui m'a le plus marqué, c'est la rencontre avec Alain Delon. Je ne dis pas ça parce que c'est dans l'actualité encore, quelques mois après, mais parce que c'était le jour de mes 40 ans et c'était mon premier 20h. Et là, je ne pouvais pas me louper. Hein. Et là, on me dit, tu vas avoir Alain Delon comme invité et plus ou moins parrain. Mais ça m'a motivé. Vous voyez, c'est mon côté optimiste.
Je me suis dit, mais j'ai une Quelle chance. pression. J'ai dit, j'ai une chance inouïe. Mais c'est vrai que c'est la On aurait pression pu pour un premier JT. J'aurais pu avoir un premier 20 ministre. Alors, il y avait un ministre des Affaires étrangères qui était là, mais il a été complètement effacé par rapport à le pauvre vieux. Il a bien fait ce qu'il avait à faire. Mais c'est Delon qui a pris toute la lumière. Et Delon n'était pas très, très chaud. Il dit, qui c'est ce mec-là bon. Et puis, dans l'entourage du 20h et tout, il y en a plein qui ont dit, non, vas-y, c'est notre poulain, on le lance. Hein, il faut quand même que tu ailles avec lui. Et à la fin, il m'a pris comme ça, puis il a dit, vous avez là un mec extraordinaire, il faut le garder. Il vous a adoubé. Ouais, oui, il m'a adoubé, mais 3 jours plus tard, il y avait le Canard enchaîné qui sortait, et il y avait une caricature de Delon avec moi, et puis c'était marqué « Au secours, la droite revient ». La droite revient. Bon, ce qui était ridicule pour moi, parce que moi, j'ai jamais été encarté, ni quoi que ce soit. J'ai des convictions, mais personne ne les connaît. Certains me prennent pour un gauchiste, d'autres me prennent pour un gaulliste. Bon, ça suffit à mon bonheur. Merci Henri Sagnier. On passe à la deuxième partie de notre émission. Ouais. C'est la partie où je m'éclipse et je vous propose 4 mots que vous allez nous éclairer. D'accord. On fait comme ça, à tout de suite. On y va. On y va. Henri Sagnier, comment allez-vous depuis tout à l'heure? Très bien. Très bien. Tout va bien. C'est vrai, vous, l'homme de télé, la radio, ça vous... Ah, ça m'aurait bien plu, la radio. J'en ai fait un petit peu il y a très très longtemps. Et j'aimais beaucoup l'ambiance ouatée de la radio. On est tout seul sur un plateau et on s'écoute parler. Et je trouve que c'est très très agréable. Surtout quand on arrive à trouver ses mots. Parce qu'il y a des jours où on n'est pas en forme. Là, vous êtes en grande forme et ça ressemble alors peut-être un peu à une ambiance de studio, lumière intérieure. Je vous propose mon premier mot qui va résonner avec votre expérience, le mot solidarité. Solidarité, c'est quelque chose de très très fort. La solidarité, moi, j'aime en parler surtout en tant qu'élu, en tant que maire d'un petit village. La solidarité dans un village, c'est un mot que l'on doit porter au fronton de la mairie. Parce qu'il faut être solidaire. Il faut être solidaire dans l'épreuve. Il faut être solidaire dans les moments qui sont des moments très forts. Très fort. Et je trouve que les gens sont plus assez solidaires. Moi, je sais qu'à la campagne, il y a une vraie solidarité encore. En ville, on ne se connaît pas. D'un étage à l'autre, on ne se connaît pas très très bien. À la campagne, la solidarité, moi, je l'ai vu pendant le Covid. Pendant le Covid, on allait voir les gens qui étaient seuls, on essayait de les aider, on s'organisait pour faire des courses. Et puis la solidarité, elle existe encore maintenant. Moi, quand j'étais malade, il y a des gens qui venaient m'apporter des salades, qui venaient m'apporter des tomates, qui venaient m'apporter des œufs et des tas de produits du jardin. La vraie solidarité, c'est ça. C'est quand on voit quelqu'un dans le besoin, on lui saute au cou, on arrive, et on vient lui dire qu'on l'aime. Et ça, on le ressent très très fort à la campagne. D'ailleurs, dans votre livre, Comment j'ai réappris à marcher, vous citez à la fin certains témoignages avec des extraits de lettres, de mails, qui sont très poignants pour certains. Ouais. On voit cette solidarité entre valides et invalides, bien portants, moins bien portants. Ça vous a beaucoup aidé? Ah, ça m'a énormément aidé, ça m'a frappé, parce que j'ai ressenti ça notamment à l'hôpital de Berck. Berck, station balnéaire, mais on ne voit que des gens handicapés. Et tous ces gens-là, ils ont besoin de solidarité. Et moi, ils venaient vers moi parce qu'ils voyaient que moi, je ne marchais pas bien, mais que j'étais quand même moins cassé qu'eux-mêmes, quoi. Il y en a ici qui avaient perdu un bras, d'autres une jambe. Pour moi, c'était dramatique quand je suis arrivé et que je les ai vus. Et ces gens-là, ils irradiaient tous. Ils avaient tous le sourire. Et quand ils me voyaient, ils venaient parler, et je leur expliquais. Je dis, mais comment vous faites là? Il y en a qui voulaient faire du sport contre moi, ils jouaient au ping-pong, et ils y allaient, ils me battaient. Il y avait des tas de choses comme ça, et on sentait chez eux une force de caractère que même moi, je n'avais pas à ce moment-là, quoi. Et ça m'a beaucoup marqué. Et tous ces gens-là, je conserve encore quelques liens avec eux. Et les lettres que j'ai reçues étaient tout à fait dans cette veine. Qu'on retrouve donc à la fin de votre livre, Le jour où j'ai appris à marcher. Cette solidarité, elle se manifeste comment autrement dans votre vie? Est-ce que vous comptez peut-être vous engager davantage pour les personnes qui
qui ont subi les mêmes épreuves que vous, ou en faveur des personnes handicapées ou Ben, je m'engage, diversement? c'est-à-dire, oui, je m'engage dans des actions de solidarité pour les handicapés, pour les gens qui souffrent. J'ai fait des télétons, pendant une quinzaine d'années, j'ai fait des télétons. J'en ai bavé sur la route, parce qu'à chaque coup de pédale, il y avait des dizaines de milliers d'euros qui sortaient et qui allaient au Généton pour qu'on fasse de la recherche. Bon, ça, je l'ai fait beaucoup. Je m'engage aussi dans des courses de solidarité où on va chercher quelques sous, 100, 200, 300, 1000 euros, pour redonner à une association de personnes handicapées. La solidarité, elle est à tous les niveaux. Hein, il faut être solidaire de tous ces gens qui souffrent et qui viennent pas se plaindre nécessairement. Ce sont des gens qui sont dignes. Ils restent dignes et moi j'ai envie vraiment de les aider avec mes petits moyens. Mais des fois on aide quelqu'un, vous savez, en souriant ou en buvant un verre avec quelqu'un. Il faut pas, c'est pas forcément en sortant le portefeuille et en donnant de l'argent. Il n'y a pas que ça dans la vie. Dans la vie, il y a la grandeur d'âme. Et ça, c'est le plus important à mon avis. La solidarité, c'est une forme d'humanité en fait. C'est le lien humain qu'il faut préserver et renforcer. Oui, il faut les préserver, il faut garder toujours ces liens de solidarité humains. Parce que c'est vrai que la plupart du temps, on passe à côté des gens sans les écouter, sans les voir, sans les regarder. On vit à 100 à l'heure dans un monde aseptisé. Et là, quand il y a des gens qui sont touchés dans leur vie, dans le quotidien, eh ben, il faut prendre le temps de s'arrêter, de les regarder, de discuter et de leur redonner un semblant de morale. Ça, c'est important. Leur donner du moral. Ce que vous faites davantage, vous sentez que les choses ont beaucoup changé depuis cette maladie. Vous l'écrivez d'ailleurs. Ah ben moi, depuis ma maladie, je regarde différemment le monde. Moi, jusqu'à 70 ans, je n'ai jamais été malade. Si, on m'avait opéré de l'appendicite, j'avais 7 ans et demi. Alors, vous voyez, il s'est passé un certain temps. Hein, c'était de 7 à 77 ans, normalement. Mais bon, oui, il s'est passé quelque chose parce que moi, je suis beaucoup plus sensible maintenant aux gens que je vois, aux gens qui souffrent. Avant, j'étais dans le tourbillon de la vie. Alors, quand on est dans le tourbillon de la vie, qu'on a 50 000 trucs à faire, on oublie de regarder l'essentiel parfois. Et moi, maintenant, je prends le temps d'écouter les gens et de regarder l'essentiel et d'essayer d'aider ceux qui en ont besoin. C'est pas toujours facile, hein. Des fois, on passe à côté sans le voir, parce qu'on n'est pas rompu. Maintenant, moi, j'ai essuyé ce genre de choses. Je sais ce que c'est que de me balader avec des cannes. Je sais ce que c'est que d'être sur un chariot allongé dans une ambulance sur 150 km dans le sens inverse de la marche. Je peux vous dire que vous arrivez, vous êtes complètement ébranlé, hein, encore plus qu'à l'état actuel. Bon, et puis après, ben, voilà, j'ai réappris fauteuil roulant électrique. Ah, c'est une Ferrari pour moi, le fauteuil roulant électrique. Et je me suis mis à rigoler et faire bonjour aux gens qui me voyaient passer. Mais non, il faut toujours être conscient qu'on est face à une épreuve. Et même maintenant, je me dis, je ne suis pas allé dans le mur, là, j'aurais pu aller dans le mur, j'y suis pas allé. Eh ben, il faut rester concentré pour garder goût à la vie. Vous continuez à avoir un vocabulaire de coureur cycliste. Ah, toujours. Je rêve de refaire des courses. Le Tour de France. Ah, le Tour de France, peut-être pas. Je l'ai fait beaucoup en voiture, je l'ai jamais fait sur un vélo. J'ai fait des étapes du Tour de France. Et vous savez ce que je faisais avec mon frère quand je commentais pas le Tour de France. On partait un matin où il y avait une étape du Tour de France dans les Alpes. On partait avec notre vélo et on montait un col du Tour de France alors qu'il y avait déjà le public. Et alors on était portés parce qu'ils nous prenaient pour des coureurs, pas ceux du Tour de France, mais on était portés. On voulait pas mettre pied à terre. Et c'est un peu toute ma philosophie, ça. Quand j'étais sur le vélo, je ne mettais jamais pied à terre. Jamais. Sauf quand j'arrivais au sommet du col. Et là, je levais les bras. En signe de victoire. Oui. De victoire sur moi-même, hein, pas sur les autres. Hein. Ah oui. Et quelle victoire. Quelle belle victoire. Deuxième mot, Henri Sagnier, c'est le mot simplicité. Oh, ben, la simplicité, c'est de naturel. On est simple ou on ne l'est pas. Simplicité, ça ne veut pas dire qu'on est simplet, hein, ça veut dire qu'on est simple et qu'on vit, on vit normalement. Moi, vous savez, je suis un petit gamin de la campagne. Hein. Moi, je suis né à Puteaux, dans la région parisienne, mais je suis arrivé dans mon petit village de Cours-sur-Somme, j'avais 1 an et demi. Donc, j'ai tout vécu à la campagne.
l'éveil à la vie, les moments heureux, les moments malheureux. Il n'y a pas eu beaucoup de moments malheureux. Nous, on était heureux. Voilà, alors, ma simplicité, elle vient de là. Moi, par exemple, jusqu'à l'âge de 18 ans, je ne suis jamais allé en vacances, mais je ne savais même pas ce que c'était de demander à mes parents d'aller en vacances, parce qu'on n'allait pas en vacances. On était à la campagne, on était en vacances tous les jours. Et puis, on faisait des tas de choses. On faisait du vélo, on faisait du football, on faisait de la peinture, on faisait du théâtre. Voilà, et cette simplicité-là, elle a toujours été la mienne. Même quand j'étais à Paris, j'ai essayé de rester simple, même si parfois on est emmené à quelques outrances. Mais non, moi je suis toujours resté très très simple. Et j'espère le rester très longtemps encore. Est-ce que vous avez le sentiment que la vie manque aujourd'hui de simplicité pour beaucoup ? Je trouve qu'elle manque de simplicité. Je le trouve d'autant plus que je vis à la campagne maintenant. Je ne suis plus à Paris. Quand j'étais à Paris, pris dans le tourbillon de la vie, on ne s'en aperçoit pas trop. Parce qu'on a une vie relativement facile. On sort, on va au restaurant, on va au théâtre, dans les musées. Moi, je n'y allais pas trop parce que je n'avais pas le temps. Alors quand on est à la campagne, on vit beaucoup plus simplement. Quand on va au théâtre, c'est qu'une troupe de théâtre est venue à la campagne pour nous montrer. Quand on va au cinéma, on y va un peu à la ville, mais il y a un ciné-club une fois par mois. Voilà, c'est une vie toute simple. Moi, je fais un jardin. Voilà, j'ai un jardin, j'ai mes légumes dans le jardin. Et je suis fier. Avant, quand je rentrais à Paris avec mes légumes, j'étais fier. Maintenant, je vais cueillir mes légumes le soir. Et voilà, et on profite des légumes du jardin. Des tas de choses comme ça, quoi. J'ai planté des kiwis. On fait de la confiture de kiwis parce que j'en ai plein de jardin. On ne sait plus quoi en faire. Bon. Et ça, c'est de la simplicité. Le fait d'accueillir des gens chez soi après, puis de manger une bonne tarte, voilà, c'est pas mal. Alors, c'est vraiment la simplicité à l'état pur. Que vous racontez très bien, d'ailleurs. Cette simplicité, elle s'est accrue avec la maladie. Vous racontez que vous avez toujours beaucoup rêvé. Cette maladie vous a aussi conduit à davantage rêvasser, méditer, même contempler. J'ai toujours rêvé, moi. J'ai toujours rêvé. Et les rêves ont changé. Je suis d'un naturel optimiste patenté, mais je suis un rêveur. Moi, je rêve. Quand je m'endors, je rêve que j'ai gagné une étape du Tour de France. Je dis n'importe quoi. Je rêve que j'ai gagné au loto. Vous l'avez écrit. J'ai écrit. Je rêve que mon village est élu plus beau village de France. Et ça aide à s'endormir sereinement. Moi, je vais vous dire, je rêve beaucoup. Je rêve énormément. Je rêve que je fais le tour du monde en avion avec ma femme. Je rêve un tas de choses. Je pense aux vacances. Là, je vais très souvent, je vais en Guadeloupe. Quand ça ne va pas le soir, je m'endors. Je dis tiens, allez, je vais penser à mon arrivée en Guadeloupe là-bas et à ce que je vais faire. Voilà, ou à la montagne. Voilà, c'est des pays et des régions que j'adore. Voilà, il faut rêver. Moi, je ne m'endors pas en faisant des cauchemars, surtout pas. Alors ça ne m'empêche pas de faire des cauchemars parfois la nuit, mais généralement, je m'endors en rêvant et je fais de beaux rêves. J'essaie de faire de beaux rêves. Où trouvez-vous ces facultés de rêver comme ça, positivement ? Non, parce que je suis simplement un rêveur. Je suis un grand rêveur. Moi, j'ai toujours rêvé dans mon village qu'un jour, on referait le moulin à vent sur la colline. Mais un jour, grâce à la complicité d'une association, on a refait le moulin à vent sur la colline. Et je suis allé chercher des subventions. Après, là, on s'est mis dans la tête de reconstruire le château féodal qui a été brûlé par les Anglais sur le bord de la Somme. Je me débrouille, je cours après les subventions pour le faire. Voilà, j'ai eu du plan de relance de l'État pour ça, merci à l'État. Et puis, je me suis dit, là, avec le réchauffement climatique, qu'est-ce qu'on peut faire ? On va planter des vignes, alors que nous, il n'y a pas de vignes dans ma région. Il y en a très peu. On va planter des vignes. On a mis 2000 pieds de vignes, puis on va faire un vin blanc chardonnay et un pétillant d'Eaucourt-sur-Somme. Pétillant d'Eaucourt-sur-Somme. Ouais. Vous parliez tout à l'heure des oiseaux. Vous êtes depuis 30 ans président d'un festival de l'oiseau ? Oui, ils sont venus me chercher il y a une trentaine d'années. Je ne suis pas du tout un spécialiste des oiseaux, je vous rassure, mais ça ne rassure pas d'ailleurs, mais je suis président du festival, mais je n'ai que des gens très cotés autour de moi qui connaissent les oiseaux, qui connaissent tout ce qui est migration, migrateur, qui connaissent tous les films sur les oiseaux, qui connaissent toutes les balades. Et ils se sont dit, il faut quelqu'un d'un peu connu pour être à la tête, la face immergée de l'iceberg. Alors ils m'ont pris et depuis 30 ans, je dirige de loin, je vous dis, je suis que la face immergée de l'iceberg, ce festival qui réunit plus de 30 à 40 000 personnes en une semaine tous les ans.
Vous aimez le chant des oiseaux et j'adore ça, ouais. Et la musique aussi. Ouais, tout. Qu'est-ce que vous musique préférez? des oiseaux, je sais pas, mais le chant des oiseaux, Le chant de la nature ou la culture? Parce que vous écrivez que vous avez de plus en plus écouté de musique aussi. Oui, fait de j'écoute. votre... Ben oui, parce que vous savez, quand vous êtes immobilisé sur un fauteuil, et puis que vous êtes dans votre véranda ou dans la salle à manger, vous avez envie de sortir. Donc, qu'est-ce que je faisais? Surtout quand j'étais avec mon fauteuil roulant, je sortais, je me mettais dans le jardin. J'ai la chance, devant moi, d'avoir que de la verdure, et des oiseaux et des arbres. Et je me mettais là, et puis j'écoutais de la musique. Voilà, j'écoutais de la musique parce que moi, je fais partie des gens qui vivent à 100 à l'heure, et j'écoutais de la musique que dans ma voiture. Quel type de musique? Un peu de tout, beaucoup de variétés, parce que moi j'avais besoin de ça, parce que de temps en temps je mettais radio classique, mais c'est bien, mais je somnole souvent dans ma voiture. Donc là j'ai redécouvert... Et un titre phare, oui? Non, mais j'ai découvert, moi par exemple, une chanteuse extraordinaire qui s'appelle Mélodie Gardot. Et Mélodie Gardot, je l'ai vue dans un journal de Delahousse un soir à 20h. Et je suis tombé complètement dingue, raide dingue en l'écoutant, quoi. Et là, j'écoute du Mélodie Gardot. Et puis j'aime aussi, alors là, c'est plus classique, Johnny. Moi, j'ai tous les disques de Johnny. Hein. Et j'ai eu Johnny, moi, en invité. Vous avez reçu, oui. Sur le plateau. Et à chaque fois, je lui ai amené un disque qui me dédicaçait mon disque. Alors, le premier que j'avais fait dédicacer, c'était sur Europe 1. Et j'étais allé le voir un midi. Il m'avait dédicacé un de ses premiers disques. C'était Kilowatts, je crois. Alors, c'est vieux, hein. Mais voilà. Et donc, je me suis mis à réécouter de la musique comme ça. Et maintenant, avant de m'endormir le soir, j'ai Alexa. Alexa, c'est une petite boîte grande comme ça. Et je dis, Alexa, mets-moi Mélodie Gardot. Et Alexa me met Mélodie Gardot. Et je m'endors avec Mélodie Gardot. C'est des trucs tout bêtes, mais et c'est grâce à ma maladie. Sinon, je ne savais pas que ça existait, tout ça. Troisième mot que je vous propose, c'est le mot longévité. Oui. Longévité, ça dépend à quel niveau. Au niveau, moi, au niveau boulot, oui, longévité. J'ai débuté, j'avais 18 ans. J'ai fait mon premier JT régional, j'avais 18 ans et demi. Alors personne n'en revenait, mes parents ils se sont dit mais tu travailles à la télé, comment tu as fait? Alors comment vous avez fait d'ailleurs? Il y a un mec qui est tombé malade, je vais vous dire, un présentateur de la télé régionale, et dans ces cas-là, tous les textes étaient écrits, on était deux à le faire, il y en avait un qui avait eu du rouge, puis l'autre du gris. Alors moi on m'a dit, toi tu vas faire le gris, parce que c'est le gris qui est tombé malade, et tu vas lire ce que devait dire le présentateur qui lisait les lettres en gris. Mais pourquoi le journalisme et le journal télé? Alors là, je ne sais pas. Pour moi, c'était du journalisme d'abord. Hein. Ce n'était pas présenter un journal télévisé. Hein. Moi, c'était faire du journalisme. J'ai fait beaucoup de journalisme. Oui, j'ai fait des tas de choses. Pourquoi ce choix-là? Pourquoi cette Parce vocation? que c'était pour moi le plus intéressant, le plus enivrant. Aller chercher l'actualité sur le terrain. Moi, je sais qu'au début, j'allais que sur le terrain chercher de l'actualité. Et j'ai eu une chance inouïe, parce que pour réussir dans notre boulot, il faut avoir de la chance. Si on n'a pas de chance, c'est pas la peine de le faire. Et moi, je suis parti... il y avait une petite fille qui avait disparu, qui s'appelait Duguay, Sophie Duguay, je m'en souviens encore. Hein. Et on m'a mis dessus, j'étais avec une équipe de télévision. Pendant une semaine, on a planqué devant la ferme de ses parents, parce que ses parents étaient cultivateurs. Et un soir, il y a une voiture qui est sortie à toute vitesse, on l'a suivie, et c'était ses parents qui allaient retrouver la petite, qui était au commissariat de Soissons. Voilà, alors j'ai fait un scoop. Là, j'étais content, le premier scoop de ma vie, hein. C'est peut-être un des rares que j'ai fait d'ailleurs. On a interviewé les parents, on avait la petite fille. Et le lendemain midi, je suis passé dans le journal de 13h de la 2, qui était présenté par Léon Zitrone. Vous vous rendez compte, pour moi, le petit gars de la campagne qui avait 6 mois de boulot devant lui, il passait en direct sur le journal de la 2, le 13h, avec Léon Zitrone. Et sa carrière était lancée. Et c'était lancé. La chance est une déformation professionnelle, il m'ont donné un contrat après, ouais. Dans le métier. Longévité, donc, à la télévision, toujours fidèle au service public. Est-ce que longévité équivaut à fidélité? Marié aussi depuis plus de 40 ans. Ouais. Pour les gens de ma génération, ce n'est pas forcément un record. Maintenant, pour la moindre des choses, on voit le divorce, on casse les pax, moi je le vois dans ma mairie, hein, on fait tout ça. Moi non, alors il y a des hauts, il y a des bas, on s'engueule, on est complémentaires, mais sur le fond, aucun problème, nous ne regrettons rien, bien au contraire. Quel est le secret, votre secret, de cette longévité, de cette réussite de couple?
Ben, le secret, c'est d'avoir envie de vivre, d'avoir envie de partager des choses avec sa femme, avec ses enfants, avec ses petits-enfants maintenant. Moi, c'est la joie et le bonheur partagés. Alors, je vous dis, des fois, il y a des engueulades, hein, c'est comme partout. S'il n'y en avait pas, c'est pas bon signe. Hein. Mais sur le fond, on est tout à fait en phase. On est tout à fait d'accord. Et c'est vrai que vivre la même chose, même si on a des idées qui sont différentes sur des tas de trucs, ben on s'y retrouve. Et c'est un bel équilibre. Et je peux vous dire que ça suffit à notre bonheur. Le soir, quand on trinque, on prend un apéritif, mais on sait à quoi on trinque. À la vie et au bonheur. Et à la longévité, Oui. ensemble, main dans la main. Je crois que c'est Antoine de Saint-Exupéry qui disait qu'il fallait regarder ensemble dans la même direction. Tout à fait, tout à fait. C'est votre cas? Ah ben nous, on regarde toujours dans la même direction, ouais. Même si de temps en temps, il y a un petit virage, parce qu'on... Ah, tiens, qu'est-ce que tu as dit là? Ouais, j'aurais peut-être dit différemment. Mais on regarde vraiment dans le lointain, dans la même direction, toujours. Dans la direction de la longévité, c'est ce troisième mot. Longévité qui rime aussi avec fragilité, humilité, ce que vous a montré cette maladie. Vous vous rêviez centenaire. C'est toujours le cas? Là, je ne me vois pas. J'ai pris conscience que je n'étais pas éternel. Vous savez, avant, je ne pensais jamais, moi, je ne pensais pas à la mort. Non, pas du tout. Et pourtant, Dieu sait si on est confronté à ça. Moi, j'ai des tas d'amis, malheureusement, qui ont disparu. J'ai dans la famille des gens très proches qui ont disparu. Mais je n'étais pas hanté par la fin de vie et par la mort. Maintenant, plus ça va, plus je vois des gens qui souffrent, des gens qui ne peuvent pas rester à domicile, des gens qui partent dans les EHPAD, dans des maisons. Ça fait peur. Moi, jamais je n'avais aperçu la fin de vie d'aussi près, quoi. Et je passe mon temps à dire, oh non, mais moi je suis là pour encore très très longtemps. Et pour faire rire mes enfants, je dis, vous verrez, quand j'aurai 100 ans, je serai encore là pour vous ennuyer, vous raconter des anecdotes. Mais non, moi je pense pas à la mort. J'ai peur de temps en temps quand j'ai des palpitations, etc., etc. Là, j'ai encore plein de choses qui ne vont pas. J'ai les mains qui ne bougent pas bien. J'ai les pieds qui ne rentrent pas forcément bien, qui sont un peu ankylosés. Mais je ne veux pas croire que tout ça va s'arrêter. Moi, je ne pense qu'à une chose, c'est me battre pour que ça aille mieux. Et si ça va mieux, j'irai plus loin. Formidable. Quatrième mot. Henri Sagnier, comme on parle de longévité, on va parler de croyance, croire. Est-ce que la foi aussi aide à la longévité? Moi, je le crois. Je le crois parce que quand j'étais petit, j'étais enfant de chœur, vous voyez, parce que ma mère était catéchèse. Alors bon, j'ai appris le catéchisme, mais ça n'a jamais été comme ça. À un moment, on était très libéral à ce niveau-là. J'ai été enfant de chœur. J'ai vu ce que c'était, j'avais peur, le matin j'allais servir la messe à 7h du matin. L'église chez nous, dans le village, elle a la particularité d'être toute seule au milieu des champs. J'avais une trouille, mais monstre, je traversais les champs et j'arrivais à l'église où il n'y avait pas de lumière, il y avait 3 bougies. Je peux vous dire que là, eh bien après quand on réfléchit, ça force le caractère. Quand on prie, ça force le caractère aussi. Et puis après, quand j'étais à Paris, bon après j'ai fait les communions et tout, et quand j'étais à Paris et quand ça allait pas, je m'arrêtais dans une église souvent et je priais pendant un quart d'heure. Voilà, pendant un quart d'heure, je priais. Je dis, si on est beaucoup à prier pour la même chose, on doit faire bouger les choses. Alors c'est un peu archaïque comme discours, mais j'ai toujours cru à ça. J'ai toujours cru que quand on était tous réunis et qu'on pensait à la même chose, eh ben, ça pouvait être, j'allais dire utile, c'est pas le terme, mais ça pouvait se concrétiser par quelque chose. Voilà, alors bon, je fais partie des gens qui sont allés à Lourdes. Moi, j'en avais profité du Tour de France pour aller à Lourdes à plusieurs reprises. Mettre de l'eau lourde sur mes mains pour qu'elles reviennent, ça ne me gêne absolument pas, bien au contraire. Et je pense très très fort pendant ce temps-là à la Vierge. Voilà, je fais partie de ces gens qui croient. Je crois, c'est un peu diffus, pas mon système, mais ma croyance à moi. Mais ma croyance à moi, elle est basée sur quelque chose de très global. Et plus on est à penser la même chose, plus on est à se dire il faut penser pour la paix, il faut penser à des tas de choses positives. Eh bien, je crois que les ions positifs, eh bien, ils se développent un peu partout dans l'univers. C'est joliment dit. Est-ce que vous priez
encore quotidiennement? Quotidiennement, non. Mais si, ça peut m'arriver, mais bon, c'est pas systématique. Moi, je prie quand je suis à l'église. Il m'arrive quelques fois dans l'année, pour Noël, il y avait le départ du prêtre de ma paroisse il y a quelques semaines. Mais j'y suis allé, et là j'ai prié pour tous les gens que j'aimais bien et qui malheureusement nous ont quittés et sont au cimetière. Vous savez, dans des petites paroisses comme les nôtres, dans des petits villages comme les nôtres, il n'y a plus beaucoup de croyants, il n'y a plus beaucoup de personnes à l'église. Même le jour de la fête patronale, il n'y a plus quasiment personne. Si, il y a du monde malheureusement pour les enterrements, puis il y a un peu de monde pour les mariages. Mais le curé, c'est l'unité, c'est la solidarité dans le village. Et nous, notre curé, c'était un prêtre anglican qui s'est converti au catholicisme. Tout le monde l'aimait bien. Tout le monde l'aimait bien. Alors au début, personne n'allait à la messe. Moi, il ne disait pas tout le temps la messe chez nous. Il disait pour une quinzaine de paroisses. Puis après, tout le monde aimait bien. Le père Peter, tout le monde. Alors c'était un père un peu anticonformiste. Il avait une moto. Il était avec sa soutane sur la moto. Il se baladait sur le bord de l'eau avec... hop, le truc, et il lisait ses psaumes. Bon, mais c'était marrant, et il participait à la vie du village. Et quand il est parti, on était tous très très tristes. Ça veut dire qu'il nous manque quelque chose. Un nouveau prêtre lui a succédé? Et non, pour l'instant, si, il y en a un, mais on ne le connaît pas. Celui-là, on avait de la chance de le connaître parce qu'il habitait juste en face de la mairie. Ah. Il avait racheté une petite maison que nous avions vendue à la mairie, qui était une maison sociale. Il n'y avait plus personne dedans, et c'est lui qui est venu l'acheter. Presbytère? Presbytère, c'était pas un presbytère. Et il la revend maintenant, vous voyez. Alors, on ne va pas racheter le presbytère. Comme on est en train de développer sur le mot croire et la prière aussi, est-ce que vous priez pour être exaucé ou pour remercier davantage? Je prie pour demander un certain nombre de choses, et je prie aussi pour remercier. On ne dit jamais assez merci. Dans la vie, moi j'ai toujours constaté, on est toujours en train de râler et tout, et on ne sait pas dire merci. Ou on ne le dit pas bien, ou on n'ose pas le dire aussi, parce que c'est plus compliqué de dire merci à quelqu'un. Et moi, quand je prie, je dis merci beaucoup. Je dis beaucoup plus de merci que je ne demande de choses. Vous avez remercié la Vierge également? Oui, je remercie, oui, bien sûr. Je remercie. Pour l'instant, elle ne m'a pas rendu les mains encore. Elle m'a pas... On lui envoie un petit, mais c'est un signe. petit signal. Non. Moi, je crois. De toute façon, je crois. Alors, on peut me dire, mais ce que tu fais est dérisoire. Non. Vous n'avez pas besoin de miracle. Je le fais parce que j'y crois. Voilà. Et c'est important. Très important de croire. Moi, je ne peux pas croire qu'on soit tout seul dans l'univers et qu'il ne se passe rien. Non. Ça, je ne peux pas le croire. Je ne peux pas le croire. Vous n'avez pas besoin de miracle pour croire. Non, je n'ai pas besoin de miracle, mais quand il y en a, je trouve ça bien. Vous prenez. Est-ce que vous considérez que votre rémission est un miracle? Non, mais je crois. Quelque chose de miraculeux. Non, moi, il n'y a pas de miracle, non. Moi, pour l'instant, je suis peut-être soutenu par la Sainte Vierge, par Dieu, par tout le monde, mais je donne beaucoup de moi-même pour le faire. Alors, s'il m'aide à 5%, c'est bien, c'est suffisant. Aide-toi, le ciel t'aidera, comme dit la formule. Aide-toi, le ciel t'aidera. Ouais. Le ciel vous aide. Le ciel, ouais, moi je suis certain que le ciel m'aide dans toutes les entreprises que j'ai pu faire et tout ce que j'ai pu entreprendre. Et le ciel vous attendra? J'espère, à moins que j'aille en enfer, mais on ne sait pas. J'ai pas fait que des choses bien, j'ai fait aussi des bêtises dans la vie, comme tout le monde. Comment appréhendez-vous les choses? Moi, très sereinement. Moi, j'appréhende le tout très, très sereinement. Moi, advient pourra. J'essaie de faire pour le mieux, j'essaie d'être solidaire, j'essaie de croire à tout ce qui est beau. Voilà. Je crois dans la famille. Je crois dans tout ce qui est beau. Moi, tout ce qui est beau m'intéresse. Et voilà, j'essaie de m'en inspirer. Modestement. Vous avez espoir que les portes du paradis vont s'ouvrir? Non, mais je ne me fais pas trop d'illusions. Je pense que j'ai fait plus de belles choses que de méchantes choses. Donc, si le Seigneur juge que je suis susceptible de venir au paradis, j'irai au paradis et j'espère que là-bas, je retrouverai plein de mes copines et de mes copains, surtout. Vous y pensez beaucoup?
Ah, non, c'est non, honnêtement, je n'y pense copines pas. et copains Non, non, oui, je pense beaucoup proches disparus. à mes amis qui ont disparu, à mes parents qui ont disparu. Ouais. Moi, je les vois souvent, hein, dans mes rêves, je les vois. Parfois, ils se matérialisent parce que je dois prendre des médicaments qui sont un peu bord-cadre. Hallucinogènes. Oui, et je vois mes parents qui viennent me rendre visite la nuit. Ça m'est arrivé 2 ou 3 fois. Alors là, je prends très peur. Je prends très, très peur. Mais bon, voilà, puis je repars. Ça se manifeste comment? Et comme mon père était quelqu'un de marrant, je me dis, bon, ben voilà, c'est une de ces pitreries. Et ça se manifeste comment, ces Ça se visions? manifeste que je fais un rêve et ce rêve se matérialise à travers des personnages qui arrivent comme ça d'une manière impromptue dans la chambre et je reconnais mes parents par exemple. Et ça c'est un truc fou quoi parce que moi ça me fait un peu peur. Hein. Des fantômes? Oui, mais moi j'ai un grand-père qui s'appelait Henri, d'ailleurs c'est sans doute pour ça qu'on m'a appelé Henri. Il m'avait toujours dit, tu sais Henri, si je peux me manifester, je ferai quelque chose, je te montrerai qu'il existe quelque chose dans l'au-delà. Et il l'a fait? Ben, je sais pas. Non, Henri Sagnier, votre grand-père n'est pas apparu, pas encore. Non, non. Mais vos parents, mon oui. grand-père, c'était Henri Balette. Ah. Et il n'est pas réapparu. C'était le père de ma maman. Et il n'est pas réapparu, mais je lui ressemble beaucoup. C'est-à-dire que je lui dois beaucoup au niveau du sport. Ce grand-père-là, il a fait 10 fois Paris-Strasbourg à la marche, par exemple. C'était un coureur. Après, il a fait de l'athlétisme, il a fait des tas de choses. Il a été pilote d'avion et il s'est cassé la gueule plusieurs fois pendant la guerre 14-18. Il n'est pas mort. Alors j'ai récupéré ses faits d'armes et puis son casque et tout. Et je suis assez attaché à ce grand-père et j'attends qu'il me fasse un signe. Ouais. Et vous avez récupéré son énergie, sa volonté de vivre et de se battre, de lutter, comme lui. Oui, peut-être. Je tiens beaucoup du grand-père Henri, oui. Et de mes parents, bien sûr. D'ailleurs, vous vous appelez Henri, comme vous l'aviez dit. Ouais. Je viens vous retrouver pour la conclusion, Henri Sagnier. À tout de suite. Merci, à tout de suite. À tout de suite. Henri Sagnier, je suis de nouveau en face de vous. Alors, comment est-ce que vous avez vécu cette expérience? Bien, mais c'est difficile de pour moi. De radio ou de divan plutôt? Non, mais moi j'ai bien aimé parce que je ne suis pas quelqu'un qui s'extériorise. C'est la première fois que je parle comme ça et que je raconte des anecdotes et tout. Si je les raconte dans le livre, mais sur un plateau, jamais. Jamais, non, moi je suis plutôt quelqu'un pas de muet, mais je suis un taiseux, comme on dit chez moi. Je ne parle pas de ces choses-là. Et c'est une des toutes premières fois, c'est d'ailleurs la première fois que j'en parle. Vous ne parlez pas de vous? Non. Non, j'aime pas trop parce que c'est le rôle du journaliste d'ailleurs. Ouais, non, mais je parle pas trop de moi, non. J'aime pas. Tout ce que j'ai fait, je sais pas si je vous le disais, mais je regarde jamais mes journaux télévisés d'antan, ces choses-là. Si mes enfants de temps en temps disent, ah ben papa, t'as eu Johnny ou t'as eu Schwarzenegger ou t'as eu machin dans ou Mitterrand, tu t'es engueulé avec dans un truc. Je dis non, c'est pas engueulé, on n'engueule pas un président de la République, mais bon, ça c'était un peu rugueux. Voilà, mais ça, si mes enfants ne m'en parlaient pas, je dirais rien. Est-ce que ça a été une forme de thérapie pour vous, la télévision, en fait? Parce que vous le disiez, et on le sent peut-être un peu, vous êtes un timide, un taiseux. Ah oui, je suis un taiseux, moi, je suis pas... Mais je suis pas là pour parler de moi. Le fait de s'exposer comme ça... J'étais là pour parler des autres. Aux heures de grande écoute, oui. Ouais, mais moi, j'étais au service des autres. Ouais. J'étais pas là pour donner mon point de vue ou quoi que ce soit. Donc, je suis pas un taiseux. Je disais tout ce qu'il y avait autour d'un événement. Le pour, le contre, j'essayais de faire où, qui, quand, quoi, comment. C'est ce qu'on nous apprend au début. D'éclairer. Voilà, j'éclaire. Et puis, indépendamment de ce que je pense moi, il y en a qui m'ont dit des fois, oh là là, tu as vu, tu as enterré, machin, tu as posé des questions très dures à monsieur Untel, alors que je crois que tu l'aimes bien. Je dis, ça n'a strictement rien à voir. Moi, j'ai fait mon boulot de journaliste. Ouais. Donc c'est très rare, vous le dites, que vous parliez de vous. C'est l'occasion avec ce livre, Le jour où j'ai réappris à marcher, qui sort en février aux éditions du Rocher, où vous racontez ces mois de calvaire et cette renaissance et cette métamorphose, puisqu'Henri Sagnier, maintenant, vous marchez, vous refaites du vélo, c'est presque un miracle. Ça a été difficile à écrire?
Ah, ça a été difficile parce qu'à chaque fois que j'écris, je me fais mal. Ah oui, même parce physiquement, que je repense, ça a été difficile. Oui, parce que je repense. D'abord, j'écris sur un ordi parce que moi, je ne peux pas écrire. Je peux signer à la rigueur. J'écris comme un gamin de maternelle. Hein. Vous n'avez pas pu dicter Non. Puis, j'aime pas dicter. Je voulais dicter, mais quand je dicte des bêtises, moi, je fais beaucoup de ratures. Alors, à ce moment-là, il faut dépoussiérer le bouquin. Non, je l'écris comme ça. Je l'envoie à un copain, un collègue qui le remet en forme. Et puis je suis content, mais ça fait plaisir d'écrire comme ça, mais ça rappelle des moments douloureux. Moi, les moments où j'étais pas bien, où je partais en ambulance, la tête de travers, j'arrivais pas, j'avais envie de vomir, j'arrivais aux urgences, on me faisait attendre 8 heures comme ça, sans manger, sans boire. J'ai pas envie de revivre ça. J'ai pas envie de le revivre. Et je jette pas la pierre aux gens, aux médicaux, hein, parce qu'ils font tout ce qu'ils peuvent, les pauvres. Hein. Et c'était dans des périodes Covid. Donc, moi, j'étais superflu, à la rigueur, quoi. J'arrivais avec ma polyradiculonévrite qui embêtait tout le monde. C'est le nom de cette neuropathie. Oui. Et les anticorps que j'ai oubliés tout à l'heure, il y avait des anticorps dans mon plasma qui m'empêchaient de vivre. Voilà, alors j'arrivais avec ça, mais bon, j'ai plus envie de ressasser tout ce que j'ai, parce que j'ai souffert quand même, hein, c'était pas évident. Et puis les gens oublient que vous êtes malade. Quand ils vous voient revenir un peu fringant comme ça, oh bah dis donc, tu vas bien, toi. Non, je vais pas forcément bien, mais je joue. Et là, vous jouez ? Là, non, j'interprète un peu quand même, ouais. Oui, parce que je ne suis pas guéri. Ouais. Et mon bouquin sort, j'explique comment il faut faire pour aller mieux, mais je donne pas il n'y a pas de remède, il n'y a pas de médicaments. Hein. Même les neurologues ne donnent pas de médicaments. Ils disent voilà, il faut respecter la vie, il faut respecter la nature, faites-vous plaisir, faites travailler l'âme un peu, parce que c'est ça qui fait. Voilà. Alors c'est ce que je donne comme conseil aux lecteurs qui vont me faire l'honneur de lire le livre. J'espère qu'il y en aura beaucoup. J'espère. En général, j'ai oublié de vous poser la question que je pose en général en fin d'émission. Parmi les 4 mots que je vous ai proposés, quel est celui que vous retiendriez ? Alors les mots, c'était solidarité, simplicité, longévité, croire. Ouais. Moi, il y en a un. Moi, il y en a 2. Il y a croire et simplicité. Croire et simplicité. Ouais. Et je crois que moi, j'ai toujours cru très fort. Et ça se sent à travers tout cet ouvrage. Et j'espère qu'il portera des gens dans la souffrance, dans l'épreuve, comme vous l'étiez. Je les vois de temps en temps à l'hôpital. Et c'est vrai que c'est vraiment une force. Je les vois, ils sont comme j'étais, moi, il y a 1 an et demi. Mais je dis, mais regardez, j'étais pire que vous, moi, il y a 2 ans. Et voilà. Alors redressez-vous, regardez, je marche. Wow. Bon, et puis voilà. Bravo. C'est marrant, quoi, de faire ça. C'est un cri d'espoir. Un cri d'espoir. Je crois qu'on va rester sur ces mots-là. Merci infiniment, Henri Sagnier. Très heureuse de vous revoir sur pied. Je crois que nos téléspectateurs également. Bon vent et puis bonne chance pour ce livre, cette autobiographie, Le jour où j'ai appris à marcher, bientôt en librairie aux éditions du Rocher. Si vous voulez revoir l'émission, kto-tv.com, vous connaissez l'adresse. À bientôt. Merci à vous. Merci, Henri.